Vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement et le secteur privé font front commun contre les importations frauduleuses. Les deux parties mettent déjà en place une stratégie pour freiner le fléau qui gangrène l'économie nationale. Quel est alors l'impact de ces importations frauduleuses? Nous posons la question ce soir. Le golfe de Guinée, théâtre depuis hier d'un exercice militaire sur la gestion des crises. 19 pays dont le Togo y participent pour renforcer leur capacité opérationnelle. Nous serons sur place dans cette édition. Mais avant d'y aller, je vous proposerai l'entretien du 20h Gerson Dovo et son invité, le ministre togolais des enseignements primaires et secondaires, Dodi Kokoroko, qui nous éclaire davantage sur sa décision d'écarter certains directeurs d'établissements suite au mot d'ordre de grève observé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, le gouvernement et le secteur privé disent stop aux importations frauduleuses de certaines marchandises sur le territoire national. Une décision prise hier à l'issue de la rencontre entre les deux parties. La pratique, vous le savez, a un prix. Conséquence, l'économie nationale se trouve fragilisée. L'État perd en moyenne et par an des dizaines de milliards en francs CFA. C'est vraiment énorme. Mieux comprendre maintenant l'impact des importations frauduleuses sur l'économie nationale, un dossier de la rédaction signée. Écoutez-la. Importation sans déclaration, contrebande, fausse déclaration. En un mot, les importations frauduleuses. Le Togo n'échappe pas à la pratique. Elle lui fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA par an. Cette perte serait plus importante n'eût été la vigilance des agents de l'Office togolais des recettes aux terres. Ils mènent un sérieux combat contre le phénomène. Tous les jours, au moins, vous rencontrez un cas d'importation frauduleuse. Et tous les jours, nous cherchons des instruments, des outils très efficaces pour mener cette lutte. Nous avouons que les fraudeurs ont souvent un cran d'avance sur nous. Avec l'OTR, nous avons des outils très modernes qui nous permettent de les contrecarrer. Résultat, des tonnes de produits impropres à la consommation saisis, les faux médicaments y compris. Au-delà de la perte qu'engendrent les importations frauduleuses à l'État, la santé de la population est aussi menacée. L'investissement étranger en difficulté. Ça détruit de la valeur, ça détruit des emplois, ça crée une situation de concurrence déloyale pour ces entreprises-là qui peut même amener, pour certaines d'entre elles, à faire faillite. Corrélativement pour l'État, c'est une perte parce qu'il y a un manque à gagner en termes de recettes fiscales par rapport à ces importations frauduleuses. Le corollaire par rapport à l'investissement, c'est quoi? Si on voit que déjà les entreprises qui sont régulièrement installées, qui contribuent à la croissance, qui contribuent à la richesse, qui contribuent à l'économie du pays, ne sont pas préservées par ces importations frauduleuses, ça n'attire pas d'autres investisseurs. Donc notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner les entreprises qui sont régulièrement installées, qui payent les impôts, je n'oserais pas dire les entreprises citoyennes, pour qu'elles puissent grandir, évoluer, réinvestir, créer plus d'emplois et corrélativement attirer d'autres investisseurs. Le Togo dispose des mesures réglementaires pour combattre le fléau. Un combat que le gouvernement compte gagner en synergie avec le secteur privé. Le Togo, à l'Expo universelle Dubaï 2020, veut aussi mettre en lumière ses opérateurs économiques à travers une journée entièrement dédiée à eux le 19 décembre prochain. Avant cette date, les shows s'organisent ici à Lomé pour permettre aux investisseurs togolais de tirer meilleur profit de ce rendez-vous mondial. Reportage. Parmi les 192 pays attendus en décembre prochain à l'Expo Dubaï 2020, le Togo figure en bonne place. L'événement se prépare avec cette séance d'information à l'endroit des opérateurs économiques.
Le Comité national de l'exposition du Togo les situe sur les conditions à remplir pour participer à cette exposition internationale. Nous avons fait cette rencontre avec eux aujourd'hui pour leur apporter beaucoup plus d'informations, des précisions sur les activités qui sont inscrites pour cette journée-là, les facilités qui sont mises en place pour leur faciliter les déplacements sur Dubaï. Et donc ça leur a permis également de nous poser des questions d'éclaircissement. Et donc nous sommes mis en phase avec eux pour que cette activité qui aura lieu soit une réussite. Au plan local, nous avons eu une cinquantaine d'intentions qui ont été déclarées, des opérateurs qui sont de tous les secteurs de l'activité économique, qui ont manifesté la volonté d'y être avec nous à Dubaï. Mais cette rencontre, nous voudrions avoir des précisions. Les opérateurs économiques désireux de prendre part à cette exposition ont jusqu'au 10 novembre 2021 pour confirmer leur participation. Une fois le nombre de participants connu, le Comité national des expositions va procéder à l'organisation des formalités pour le voyage. L'actualité ce soir, c'est aussi l'assurance santé maladie lancée au profit des maires et conseillers municipaux du Togo. Le gouvernement, à travers cet acte, confirme son ambition de faire de l'assurance maladie universelle une réalité au Togo. Nous reviendrons sur le sujet. Et pendant qu'on y est, les députés revoient leur copie sur les notions liées à la patridie, détenteurs du pouvoir législatif, quel serait leur rôle pour réduire le phénomène, à quel niveau se situe leur responsabilité ou encore quelles ont été les actions menées par le Togo pour réduire le phénomène. Le HCR apporte aux élus des réponses pour mener à bien ce combat. Compte rendu, Dodo Haré. Grand pas franchi depuis la ratification du Togo en juillet dernier de 2 conventions de lutte contre la patridie. Le fléau n'en demeure pas moins un casse-tête pour toutes les parties prenantes. Ici, les députés veulent en savoir davantage. Causes et conséquences de la patridie, droit à la nationalité, entre autres éléments fondamentaux à maîtriser pour voter des lois nationales capables d'éradiquer le phénomène. L'implication des députés dans l'éradication de la patridie est indispensable. Votre rôle est déterminant puisque c'est à vous que dévolue la responsabilité d'assurer le vote de lois nationales conformes au droit international et veiller à ce que ces lois soient appliquées. Et ce n'est pas la volonté qui manque. Des actions ont été menées, des lois adoptées, des réformes importantes en cours. Le Togo est en tout cas dans la perspective de zéro apatride dans le monde. Les efforts déployés par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure et Sozimna Mniasingbe, ont permis à notre pays de s'inscrire ces dernières années sur la liste des pays ayant réalisé des bonds décisifs dans la lutte contre l'apatridie. Oui, le Togo a adopté ces dernières décennies des lois visant à prévenir des risques d'apatridie, voire en régler d'éventuels cas. Des solutions appropriées ont été apportées à l'épineuse question de l'équité genre dans la transmission de la nationalité et dans la déclaration des naissances. Il en est ainsi de l'adoption en juin 2012 des modifications apportées à la loi portant code des personnes et de la famille. Toujours dans le sens de l'éradication de l'apatridie, le Parlement a adopté la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, adoptée en septembre 2020. Le Parlement, pour sa part, vous réitère son entière disponibilité à poursuivre son rôle régalien dans le renforcement du corpus législatif en faveur de la lutte contre l'apatridie au Togo, tout en restant au contact des populations. 1 600 000 personnes sont soit apatrides ou de nationalité indéterminée en Afrique de l'Ouest. Impossible donc d'exercer leurs droits fondamentaux tels que s'éduquer, se soigner et même se marier. La représentation nationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vont devoir collaborer ensemble pour prévenir et réduire les cas d'apatride
ou régulariser leur situation. Et les députés ont réagi sur ce phénomène d'apatridie déjà actif dans la sensibilisation sur le sujet. Ils s'engagent à en faire une priorité dans leurs différentes circonscriptions. Nous les écoutons. Le national a déjà posé un grand pas dans ce domaine de la lutte contre l'apatridie. Et sur le territoire national, nous allons mettre en place des caravanes pour sillonner nos campagnes et nos contrées, pour aller à la recherche de chaque enfant ou chaque personne qui n'a pas sa pièce d'identité ni son acte de naissance. Nous allons faire cette sensibilisation-là auprès de nos populations pour que le Togo se retrouve sans aucun apatride dans les années qui viennent. Les lois sont déjà là, mais il faut surtout poser des actes. Nous devons aller sur le terrain pour rechercher les causes de l'apatridie et pour voir pourquoi nos enfants, nos femmes n'ont pas de pièce d'identité, pourquoi les femmes à la naissance de leurs enfants ne font pas des actes de naissance. C'est de ça que nous allons nous occuper, aller sur le terrain pour régler ce genre de problème-là. Au niveau de notre Assemblée, la 6e législature, nous avons déjà pris des dispositions pour que l'identification des populations se fasse. Comme vous le savez, nous avons voté il n'y a pas si longtemps une loi sur l'identification biométrique et nous sommes également en train de préparer un recensement général et il y a eu des audiences foraines effectuées par la CNSS et d'autres institutions, comme je crois d'autres institutions dans le pays. Donc la question de l'identification des populations est critique pour nous et nous y travaillons déjà. Alors, qui dit identification des populations dit délivrance d'actes de naissance, de certificats de nationalité. Donc ça règle le problème d'apatridie en même temps. Donc c'est des problématiques auxquelles nous sommes sensibles, sur lesquelles nous travaillons et nous ne doutons pas que d'ici quelques mois, quelques années, nous aurons des résultats. Et les défis, c'est déjà de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre l'apatridie parce que le Togo en a un. C'est de poursuivre les réformes que le Togo a déjà initiées pour éviter que l'apatridie survienne. C'est de continuer d'embrasser, comme le pays le fait déjà, le mouvement sous-régional, sous l'égide de la CEDEAO. On a par exemple une loi modèle en gestation pour la protection des apatrides. On a achevé les 3 derniers jours de discussion là-dessus. Le Togo a été très actif comme délégation. Donc ce sont des choses qu'il faut poursuivre avec évidemment l'enregistrement des naissances qui reste un problème au Togo comme dans beaucoup de pays de la région. Je vous l'annonçais déjà, l'actualité ce soir, c'est aussi l'assurance santé maladie lancée au profit des maires et conseillers municipaux du Togo. Le gouvernement, à travers cet acte, confirme son ambition de faire de l'assurance maladie universelle une réalité au Togo. Le compte rendu du lancement du programme avec Edem Sousoupo. Standing ovation des élus locaux. Ils expriment ainsi leur reconnaissance aux plus hautes autorités du pays qui viennent de leur offrir gracieusement une sécurité sanitaire. Les maires et les conseillers municipaux bénéficient désormais de couverture en assurance santé et assurance individuelle accident groupe. C'est la société NC Assurance qui est retenue suite aux appels d'offres. La prestation est composée de 2 polices d'assurance pour 750 conseillers qui n'avaient aucune couverture médicale et une assurance individuelle accident aux 1527 conseillers municipaux. Il s'agit de la police santé ou police maladie qui offre une couverture à 80% au Togo et au monde entier à tous les maires et conseillers municipaux. Et cette police donne une prise en charge pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques en cas d'altération de la santé. La deuxième police, il s'agit de la police individuelle accident qui couvre les dommages corporels subis en cas d'accident, que ce soit au Togo ou au monde entier. Cette couverture donne une couverture en frais médicaux au plafond de 500 000 francs par assuré et en cas de décès suite à accident, un capital de 5 millions de francs CFA. Et en cas d'incapacité permanente, c'est-à-dire une diminution de la capacité de la victime d'accident, il y a un plafond de 5 millions également qui est offert. Nous tenons très sincèrement à dire merci au chef de l'État pour cet acte de solidarité envers tous les élus locaux. À travers cet acte qu'il a posé, suivant sa politique sociale,
le chef de l'État vient de garantir la sécurité en matière de santé à tous les élus locaux. Le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Paya Douaboukwessi, a précisé que le processus de décentralisation se poursuit bien et connaîtra son aboutissement avec les élections régionales. Ensemble, nous devons rendre un hommage mérité et notre déferente gratitude et reconnaissance au président de la République pour avoir tenu parole et pour ce geste d'amélioration des conditions de vie des élus locaux. Cet acte est précédé, comme vous le savez, d'autres actions non moins importantes, telles que l'octroi de véhicules de commandement à chaque maire. Dans ces actions qui ont précédé cet acte d'aujourd'hui, nous pouvons citer également la réhabilitation des communes de 10 bureaux communaux. Je ne voudrais pas passer sous silence les dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales pour près de 10 milliards en 2 années seulement. Cette attention particulière du chef de l'État à l'endroit des collectivités territoriales se justifie par ses préoccupations permanentes pour l'amélioration du cadre de vie des populations, de la qualité des services de proximité à offrir aux populations et à l'accélération du développement local. Vous le savez, le gouvernement parachèvera l'installation de toutes les collectivités territoriales prévues dans notre loi fondamentale à l'issue des élections régionales qui seront organisées l'année prochaine, dans quelques mois. Cette assurance couvre l'ensemble des élus locaux des 117 communes du Togo. Les passeports santé sont remis sur place aux bénéficiaires. La suite de votre édition à la primature, la chef du gouvernement a reçu en audience Awa Nana Daboya, médiateur de la République. La nouvelle mission du médiateur était au cœur des échanges. Le point avec Kumboyodi. Après sa prestation de serment le 25 octobre dernier, qu'il a renvoyé à l'exercice de ses fonctions, Madame Daboya Awanana, médiateur de la République, est venue échanger avec Madame le Premier ministre sur sa nouvelle mission et la suite du processus. Cette nouvelle mission, c'est recevoir les déclarations des biens des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des autres assujettis tels que c'est mentionné dans la loi. Je suis venue officiellement remettre la loi qui est aujourd'hui imprimée donc, à son Excellence Madame la Première ministre. Et au plus tard, vous savez, après mon serment, au plus tard le 24 janvier, je dois moi-même faire ma déclaration. Le gouvernement a rassuré Madame le médiateur de la République de sa disponibilité à travailler avec elle dans l'exécution de sa mission. L'entretien du 20h, comme annoncé maintenant, Gerson Dovo reçoit pour vous le ministre des enseignements primaires et secondaires, Dodi Kokoroko, qui revient, ne vous en doutez pas, sur sa décision qui met fin aux fonctions de certains enseignants directeurs d'établissement après avoir observé le mot d'ordre de grève lancé par un syndicat. Je vous propose leur entretien. Bonjour. La polémique enfle, permettez, Kokoroko a licencié, Kokoroko a renvoyé, mais vous, dans l'arrêté, vous dites il est mis fin aux fonctions de directeur d'établissement. Comment doit-on comprendre les termes de votre arrêté? Monsieur Gerson, la question éducative est un bien trop précieux pour être laissé aux amateurs et à tous ceux qui se livrent à des conclusions hâtives et circonstanciées sur fond d'émotion. De quoi s'agit-il? Et remontons le temps. Le gouvernement avait signé avec les syndicats, et de façon assez responsable, un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a fait l'objet d'interprétations erronées, variées, de certains syndicats. La doctrine du ministère de l'Éducation, des enseignements primaires et secondaires et du dialogue social demeure le dialogue. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons relu
ce protocole d'accord en mettant les points sur les dits, les non-dits et les clairs-obscurs. Et c'est clair pour tous les acteurs ce que le protocole a dit et ce que le protocole n'a pas dit. Mais le gouvernement, très attentif à la condition enseignante et au regard de l'exemplarité de nos enseignants durant la période de la Covid, a proposé une gratification aux enseignants. La gratification juridiquement, c'est une libéralité de nature bénévole que l'employeur met à la disposition des employés, et sa mise en œuvre, son opposabilité, convoque un certain nombre de conditions, lesquelles ne sont pas encore réunies. Donc nous sommes en état de promesse. Et le gouvernement ne revient pas sur cette promesse. Cette promesse est un acquis. Alors, que dit la FESEN? La FESEN, de nouveau, procède à une lecture lacunaire des dispositions qui encadrent le droit de grève dans le secteur de l'éducation. Pour autant, devant ce spectacle assez curieux, le ministre de la fonction publique, tout comme moi-même, nous avons pris le soin de rappeler les basiques en ce domaine et en invitant les enseignants à un respect scrupuleux des dispositions sous peine de sanctions. Il dit que des sanctions soient prises et que subitement, ceux qui ont été prévenus dans le cadre d'une lecture fine des dispositions se disent finalement nous vivons le règne de l'arbitraire. C'est de l'imposture. Et notre République a besoin de responsabilité. Notre République a besoin de boussole. Et la démocratie, c'est le règne de la loi. Respectons tous la loi et vous verrez que les choses se passeraient bien. Oui, là, monsieur le ministre, là, vous allez sur les motivations peut-être de cette décision, mais revenons au terme de la décision. Lorsque les gens disent, dans l'opinion, le ministre Kokoroko a licencié, le ministre Kokoroko a renvoyé, est-ce que c'est le cas? Écoutez, renvoyer, licencier, je vous dis, les gens sont dans des postures émotives et entretiennent l'amalgame. De quoi s'agit-il? Quand vous observez une grève illégale, il y a des sanctions qui sont prévues par les lois en vigueur au Togo. Et je vous rappelle, conformément à une jurisprudence bien établie, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Le Togo est une république de droit. Alors, sur ce point, nous ne faisons qu'appliquer les tests. Et en second lieu, sauf à méconnaître les responsabilités qui incombent aux chefs de service, et notamment aux chefs d'établissement, il me semble pouvoir rappeler ici que quand l'autorité de police supérieure vous explique l'état du droit et vous appelle au sens de responsabilité, et que des chefs d'établissement, il faut distinguer ici entre les enseignants et les chefs d'établissement. Quand des chefs d'établissement se permettent de se mettre en grève de façon illégale, vous voudrez concrètement quoi? Que je continue par dialoguer avec eux? Donc un chef d'établissement qui désobéit aux instructions qui lui sont transmises s'expose à la rigueur de la loi parce qu'il est chef de service et responsable de l'organisation du bon fonctionnement du service public. La rigueur de la loi ici, dans le cadre de votre arrêté, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, tout le monde parle de ça, est-ce que c'est parce que tout simplement, ils perdent leur titre de directeur, mais gardent leur qualité d'enseignant, ou bien parce que c'est... Écoutez, il y a deux conséquences majeures à tirer de cette grève illégale. D'abord, les conséquences attachées à la grève illégale seront appliquées. Et ça, on n'a pas encore touché à ce point. Et de l'autre, en tant que chef de service, ils doivent respecter un certain nombre de principes, lesquels ont été méconnus en substance. Et c'est ces principes méconnus qui leur valent leur destitution. Donc, ils restent toujours enseignants, ils sont renvoyés à la craie. Maintenant, le reste de la procédure suit son cours normal et les jours à venir nous apporteront davantage d'éléments. Toujours dans l'opinion, puisque la décision est sur la place publique, la décision fait grincer quand même les dents. Vous avez dit tout à l'heure,
Est-ce que je dois continuer par discuter avec eux? Est-ce que vous fermez la porte aux négociations avec eux? Je vous ai dit la doctrine du ministère ou des ministères des enseignements primaires et du dialogue social reste le dialogue. Vous savez, pas plus tard qu'hier, nous avons reçu tous les syndicats, y compris la FESEL, en faisant le point sur les acquis du secteur éducatif et les défis. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur éducatif en idée et en action. Il nous faut des réformes structurelles et structurantes pour notre système. Il est toujours debout, mais avec ses forces et ses faiblesses. Et ces faiblesses doivent être corrigées. Au-delà de la gratification dont je vous dis, le gouvernement ne reviendra pas sur ce point, mais ce n'est pas à coup de chantage que les choses se feront. Parce que c'est une idée du gouvernement face à une lecture tronquée du protocole d'accord. Mais au-delà, il y a la question aujourd'hui des enseignants volontaires. C'est un vrai goulot d'étranglement. Mais à la vérité, quand ces enseignants regardent ces enseignants volontaires qui sont payés au lance-pierre, sont-ils fiers? Mais nous travaillons de sorte qu'on puisse résorber ce problème qui est inacceptable. Et dans cette perspective, quand nous mettons aujourd'hui en place les périmètres pédagogiques, quand nous décidons de la révalorisation des charges statutaires, mais c'est des efforts partagés pour réduire cette catégorie vulnérable. Voilà la République des solidarités, voilà la République de la fraternité, au cœur du mandat social du chef de l'État. Et essayons de regarder notre réalité en face. Aujourd'hui, les salles de classe, qui les construit? Mais c'est un projet qui va se dérouler sur 5 bonnes années. Mais c'est de l'argent. Alors, moi, je voudrais beaucoup de recul, beaucoup aussi de compréhension par rapport aux enjeux aujourd'hui du secteur de l'éducation, plutôt que de se verser dans de la petite politique ou dans du populisme social qui n'apporteront rien à un secteur stratégique que nous avons en partage et en commun. Vous avez évoqué le dialogue social qui reste une doctrine. Vous avez évoqué également le mandat social. Est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui pour aller, disons, à une approche plus apaisée plutôt que d'aller au bras de fer avec les enseignants? Monsieur Gerson, d'abord, je vous dis, moi, j'ai peur des gros mots. Crise et autres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Je vous ai dit, nous avons été clairs, nous avons été pédagogues en rappelant aux uns et aux autres les dispositions en vigueur. Ceux qui ont décidé de passer outre doivent assumer les conséquences qui en résultent. Pour autant, ce n'est pas la République du bâton. Autant nous appliquons la règle de droit, mais avec mesure. Et nous tenons compte aussi de nos réalités. Et donc, les portes du dialogue sont toujours ouvertes, mais il revient aux uns aux autres de rentrer désormais dans un syndicalisme constructif. La question de la gratification, je le rappelle, ne peut pas être aujourd'hui au cœur d'un quelconque débrayage. Au départ, ce n'était pas du tout, si on vous comprend bien, une revendication portée par les enseignants. Je vous dis, c'était une question de primes portée par les syndicats. Et nous leur avons démontré clairement que le protocole d'accord n'est pas soluble dans une telle interprétation. Toutefois, reconnaissant la place de l'enseignant dans notre société et vu leur exemplarité durant la crise de la Covid-19, le gouvernement voudrait les accompagner par cette gratification exceptionnelle. Alors, donc c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça leur a été rappelé. Je crois, il me semble, lors d'un de nos dialogues, le ministre Bahara est revenu sur les différents investissements de l'État, la subvention de l'électricité, de l'eau, du carburant, etc., y compris même la gratuité des frais d'inscription et autres, pour leur faire comprendre qu'il y a des tensions de trésorerie. Pour autant, le gouvernement ne reviendra pas sur cette promesse et qui aura d'ailleurs effet rétroactif à partir de janvier 2021. Vous voudriez quand même une année scolaire apaisée, normale,
Quelle est la solution envisageable aujourd'hui? Monsieur Gerson, la normalité scolaire, nous l'incarnons. Mais c'est à ceux qui s'agitent qui doivent comprendre que leurs méthodes sont inacceptables. Les portes de la discussion sont toujours ouvertes. Il leur revient de venir. Et la preuve, je vous ai dit, le 4 novembre, nous avons reçu tous les syndicats sans exclusion. Une amende honorable peut peut-être mettre un peu d'eau, disons, dans la décision? Je n'ai pas de leçon à leur donner, mais il leur revient de lire entre les lignes. Nos portes sont toujours ouvertes, mais nous n'avons pas droit à des tergiversations, parce que nous avons une ambition pour le secteur de l'éducation. Et il leur revient simplement de rentrer dans les rangs et qu'on puisse toujours échanger pour le bonheur de nos enfants et du corps enseignant. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, sur lequel vous souhaiteriez insister avant de clore cet entretien? Moi, je voudrais simplement rappeler à mes concitoyens que l'école nous est précieuse et le gouvernement y prête une attention particulière. Il n'y a aucune décision irréfléchie dans le secteur de l'éducation. Au contraire, nous voudrions une transformation de l'école de la République. Le dialogue reste établi. Et ceux qui sont sortis du rang aujourd'hui, je les invite à y retourner et rapidement. Parce que le chantage ne construira plus cette République. On peut avoir des oppositions, on peut avoir des idées variées sur un sujet, mais nous devrions arriver à dégager des solutions les plus fines et non de faux consensus ou des consensus mous qui sont de nature à nous revenir demain à la figure. Moi, nous faisons avancer le secteur de l'éducation avec le soutien déterminant des plus hautes autorités de l'État. Et je reste convaincu que l'école togolaise sera demain la meilleure pour le bonheur de nos enfants. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Et c'était là à l'instant Gerson Dovo et le ministre Dodi Kokoroko dans l'entretien de cette édition. La brasserie Bébé Lomé et le syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo s'engagent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Ensemble, ils mettent sur place un vaccinodrome à la plage de Lomé pour accueillir plus de candidats en cette période de campagne vaccinale. Reportage Sandrine Zidol, Arlette Lerempo, commentaire de Douari. Opération vaccination. Personnel des bars et des restaurants le long du littoral reçoivent leur dose de vaccin contre le Covid-19. La brasserie Bébé Lomé et le syndicat national des tenanciers de bars et restaurateurs du Togo leur a rapproché le vaccinodrome. Cette campagne est une réussite parce que déjà les tenanciers de bars se sont imprégnés du projet. Ils ont intégré leur personnel. À ce jour, nous avons vacciné plus de 3000 personnes sur tout le territoire togolais. Nous voulons aider l'État à aller plus vite, histoire d'atteindre l'immunité collective, afin que nous tous, nous puissions reprendre notre activité normale. Nous voulons, par cette campagne, les attirer à venir massivement se vacciner et ainsi plaider auprès du gouvernement la réouverture de ces bars fermés depuis 8 ou 9 mois. Ces deux partenaires s'engagent à œuvrer aux côtés du gouvernement pour faire adhérer massivement la population à la stratégie vaccinale. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra reprendre la vie d'autrefois sans masque. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 5 novembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 107, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 746, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 118 et le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la
la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République informe le public que la direction de la formation civique, précédemment logée dans la même enceinte que la télévision togolaise TVT, a été transférée depuis le lundi 25 octobre 2021 au quartier Didjolé, première rue, à droite après la pharmacie Yanap, en venant d'Atikoumé, aux premières rues à gauche après l'église des Assemblées de Dieu, en venant de Toti, à environ 200 mètres de la route pavée non loin du siège de la FESEN, Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Communiqué signé par Adjaye Djeri, le directeur de cabinet par ordre du ministre. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi partout dans le monde et surtout à Kemerida dans la Bina. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.